Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Laurie, ma collègue, va être contente. Aujourd'hui, Joris Sophie Y Coaching, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Première question, naturellement, pouvez-vous vous introduire et dire à notre merveilleuse audience qui vous êtes? Eh bien, allons-y. Sophie. Avec grand plaisir. Merci de nous recevoir déjà. Et pour s'introduire, écoute, Joris et Sophie, c'est comme ça qu'on nous reconnaît, le duo. Tu reconnais à notre accent aussi que nous venons d'Italie, évidemment. Là, on vient tous les deux de France. On est arrivés au Québec il y a 10 ans maintenant. Ouais. On était déjà en couple avant. On a débarqué tous les deux avec nos petites valises de 23 kilos. On s'est dit, pourquoi pas aller voir ce qui se passe au Québec? Il paraîtrait qu'ils sont sympas. Puis finalement, on est resté. On pourra aller hausser le débat, mais bon, ça va. Et voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on a créé notre entreprise Y Coaching. Et nous voilà. Oui, voilà. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble avant de partir? Ouais. On est ensemble depuis 2011 et on est parti donc en 2015. Donc OK. Mais on n'avait jamais vécu ensemble avant. OK. On était ensemble. Moi, je fais mes études une maîtrise en sciences, en fait. Sophie faisait des études en langue étrangère appliquée. Mais moi, j'avais mon appartement. Sophie était chez ses parents. On se voyait que le week-end. Après, je faisais du rugby le dimanche. Ouais, puis on s'est dit un jour, faut partir. Sophie doit découvrir une nouvelle langue. Le Québec, c'est une nouvelle langue. Je dis, viens, on va au Québec. Moi, je maîtrisais pas trop l'anglais, ça a bien marché. Donc, on est arrivé au Québec. Et puis, après, on a tout construit notre vie petit à petit. On s'est aussi construit nous deux parce qu'indirectement, quand on part, on a 20 ans à ce moment-là. 20 ans, il y a plein de choses. Tu connais pas encore beaucoup de choses. Là, mettons, vous avez quel âge? 32. Oh, Vince, pourquoi tu nous poses ces questions? Non, mais pour donner un timeline. Ouais. On était ensemble à parce que vous avez le même âge, les deux, 32. Ouais, exact. 33 cette année. On est ensemble à 17-18 ans. Puis donc, on se construit en tant qu'humain. Puis après, on est parti au Québec et là, on découvre différentes aventures, que ce soit l'immigration, que ce soit la place de l'entraînement, tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Il y a des choses vraiment différentes par rapport en France. Et puis, Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui est différent en France? L'ouverture d'esprit sur le coaching, déjà. Okay. Si on remonte 10 ans en arrière, peut-être au Québec, il y avait déjà une différence, sûrement par rapport aux États-Unis ou autres, j'imagine. En France, c'est encore 10 ans en arrière. On va dire qu'en ce moment, ça se développe beaucoup plus en France, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les entraîneurs privés, que ce soit dans le coaching, le développement personnel. C'est beaucoup plus présent maintenant. Au Québec, c'était déjà présent avant, il y a quelques années de ça. En France, c'était pas tellement ça. C'était rare que tu connaisses un entraîneur qui vive de ça et tout. Impossible. Ouais. Puis même en termes de mentalité, tu sais, ce qu'on voit comme grosse différence quand même en Europe, en France principalement, il y a énormément de jugement. Au Québec aussi, il y en a, mais disons, tu sais, fois 100 là, en France. Ouais. Et dès que tu dis, je m'entraîne ou je me fais coacher, je me fais accompagner, tu seras jugé. OK. Tu seras jugé. Donc, les gens, à la rigueur, ça se développe. Ça s'est pas trop développé parce que tu te faisais juger si, à partir du moment où tu disais, je fais quelque chose de bien pour moi. Basically, c'était ça. Et là, ça commence un peu à s'émanciper un petit peu, ça commence à être un peu mieux. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Plusieurs histoires de vie. Donc, moi, j'arrive ici, puis donc avec Sophie, je finissais ma maîtrise en sciences. En fait, j'accompagnais en France des personnes qui étaient plutôt en soins de rééducation, donc des personnes qui étaient accidentées de la route, par exemple, à réapprendre à marcher, à développer des nouvelles habitudes liées à leurs conditions de santé. On arrive ici, donc on n'a pas de contact, rien, comme disait Sophie, nos valises de 23 kilos. Et je cherche un peu où travailler. Je démarre dans des maisons de retraite. Je suis à Atwater, à Montréal, dans une maison de retraite où c'était en anglais qu'il fallait donner le cours. Et moi, j'étais là, faut lever la main gauche, push les mains en l'air, etc. C'est les premières choses que je fais. Après, je trouve un studio d'entraînement privé où je commence à Laval à travailler en tant qu'entraîneur privé. Et c'est là que je comprends mieux ce que c'est l'entraînement, les personnes, comment on peut les accompagner, tout ce qui est le monde de l'entraînement au Québec qui est beaucoup plus développé. Quand on parle de biomécanique, il y a plein de personnes, Vincent Comtois que je découvre aussi à ce moment-là, qui me fait prendre goût à la naturopathie. J'ai dit, ok, ça c'est fou ce monde. Et donc voilà, fil en aiguille, je travaille dans ce studio d'entraînement. Sophie, à côté, tu travailles aussi dans la santé, mais indirectement, mais plutôt dans la technologie. Ouais, moi je suis arrivée, j'aime bien qu'on dit moi, mais on était tout le temps ensemble. Vraiment, on se lâchait pas. Je suis arrivée, on connaissait une personne au Québec. Ça a donné que parfait, il avait une entreprise.
Je suis rentrée dans cette entreprise et ils faisaient des vêtements connectés intelligents. Donc, tu sais, ils mesuraient toutes tes biométriques. C'est super intéressant, des brassières, mesurer ta respiration et tout. Enfin, c'était vraiment génial comme entreprise. Donc, j'ai commencé là-dedans. Donc, j'étais plus dans tout ce qui était des technologies, santé. Après, j'ai travaillé dans d'autres entreprises qui faisaient des logiciels, etc. Puis, et là, tu te demandes comment vous avez mergé ça, parce qu'il n'y a aucun rapport. On a remarqué avec Joris qu'en fait, tous les soirs, tu sais, comme tout bon couple, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres le soir? Puis ta journée, comment s'est passée? Puis le boulot, ouais, l'autre, machin, bon. Et on discutait tout le temps des mêmes choses, c'est-à-dire de la santé, en fait, de manière générale. Fait que, tu sais, Joris, il était en lien direct avec de la clientèle, des femmes, notamment. On va en venir plus tard un peu pourquoi on travaille avec des femmes. Et on voyait quels étaient les problèmes. Tu sais, les problèmes, c'est encore une fois jamais... on a compris qu'il faut faire du sport, on a compris qu'il faut bien manger. Le problème, c'est pas ça. C'est pas que les gens comprennent pas. C'est un peu tout ce qui se passe autour. C'est ta vie personnelle. C'est tout ton corps, tout ce qui se passe dans ton corps. Fait qu'à chaque fois, on en parlait, puis il y avait des choses ça nous plaisait pas. Tu sais, comme... non, il y a quelque chose qui marche pas. C'est vrai, hein, c'est comme en finance, c'est comme... Pourquoi t'as pas d'argent? T'as juste arrêté de dépenser. Ah ben merci, Sherlock. Merci. Voilà, exactement. C'est évident. C'est comme on le savait. Donc, c'est ça, de fil en aiguille, on en a beaucoup parlé et tout. Puis à un moment donné, on en a eu marre. En gros, on a dit, allez, let's go. On va créer Y Coaching. Ouais, on va créer quelque chose qui va nous ressembler, qui va nous parler aussi de la manière qu'on veut le faire comme écosystème. Et puis là, on s'est dit, réfléchissons. Comment on peut créer quelque chose de nouveau? On était là, des fois, chaque dimanche, avec un petit carnet. On peut faire telle idée, on peut faire telle chose. Non, pas ça, puis pas ça. C'est du temps, mais ça faisait plaisir de travailler là-dessus. Quand vous avez commencé, mettons, à développer Y, on passe, c'était quelle année, mettons? 2019, on a commencé. 2019. Okay. Et que là, 2019, y avait-tu la pandémie pendant ce temps-là? Non. C'était 2020 que c'est arrivé. C'était 2020, OK. Ouais. Fait que c'était juste avant. Ouais. Juste avant, Okay. ça a commencé. On se dit, on va faire quelque chose là-dessus. Puis on se dit, maintenant, l'objectif, c'est comment on travaille sur les différentes sphères des personnes. Et donc, on appelle Y, la fameuse lettre Y. C'est parce que c'est tiré, si on regarde un petit peu la structure anatomique d'un anticorps, au microscope, ça ressemble à un Y. Et le rôle d'un anticorps, comme on l'a appris durant la pandémie, c'est neutraliser les agents pathogènes pour que le corps fasse le travail par lui-même après d'éliminer. On se dit, on va créer cet écosystème, puis on va connecter en fait le corps, où tout le monde parle d'alimentation, d'activité physique, d'hormones, métabolisme, mais il faut connecter aussi à l'esprit, parce que si mon système nerveux, mon grand chef d'orchestre en haut, il vibre à une intensité folle parce que je suis toujours sous stress, j'arrive pas à le calmer, ça fout le bazar aussi dans mes hormones, etc. Ok. Mais aussi il y a le cœur, mes émotions. Parce que si mes émotions, on m'a toujours appris à ne pas les consommer, à pas les utiliser. On m'a dit, plus jeune, faut pas que tu... La colère, la tristesse, faut pas la montrer. Tout ça, c'est intériorisé. Ce qui fait que j'intériorise toutes mes émotions, ça surstimule mon système nerveux qui met tout mon corps en mode protection. Mm-hmm. Donc, on va créer un écosystème pour aider les personnes, en fait, à faire une sorte de reprogrammation neuro-hormonale. Ça veut dire que si j'aide mon système nerveux, lui, il va envoyer des bons signaux biochimiques, hormonal à mon corps qui va être plus enclin à accepter de nouvelles habitudes ou à libérer de l'énergie, le métabolisme ou les réserves de tissu adipeux. Et après, comment j'apprends à piloter mes émotions au quotidien. Donc, c'est comme ça qu'est née la méthode Y. On s'est dit, il faut qu'on arrive à créer l'écosystème pour connecter l'ensemble. OK, parfait. Fait que là, vous avez eu cette idée-là. Comment on en arrive à aujourd'hui? C'est simple. Hein. Tu fais un post et tout change ta vie. Non, c'est pas vrai. C'est chaque jour qu'il faut se remettre en question. Puis on a commencé à dire, comment faire connaître ce qu'on fait auprès des personnes qu'on veut aider. Ouais. Puis on s'est dit maintenant, qui on veut aider aussi? Parce que si on aide tout le monde, on aide personne à la fois, parce Absolument. que la réalité de tu es papa, qui peut être différente d'une réalité d'une maman, qui peut être la réalité d'une femme qui est carriériste mais qui n'a pas d'enfant. Donc, qui on veut aider? Et c'est là qu'on s'est dit, faut trouver quelque chose qui nous anime, qui va nous donner envie chaque matin à aller donner de l'énergie, à faire des choses peut-être courageuse sur les réseaux, faire un podcast, etc. Qu'est-ce qui doit nous animer pour aller au-delà de crainte, de peur ou quoi que ce soit? Et là, on a réfléchi. Ouais, exactement. Et on a bien réfléchi. On a beaucoup réfléchi. Mais c'est ça. Après, c'est toutes les étapes en fait par lesquelles on passe en tant qu'entrepreneur et quelles sont les étapes indispensables. Puis je pense que quand on est entrepreneur, déjà, il y a énormément de choses, on s'entend. Puis, on a tendance à sauter certaines étapes qui, en fait, au fur et à mesure de notre parcours aussi, on a compris qu'en fait, mais c'était indispensable. Donc, en même temps, pour certains entrepreneurs qui peuvent écouter ce podcast, c'est toujours important de revenir aux bases. Puis, c'est ces bases-là, franchement, je pense que chaque année, on revient, tous les 6 mois, on revient à ces bases-là, et notamment ton positionnement. À qui tu parles, pourquoi tu leur parles, puis et après, qu'est-ce qui fait ton unicité, etc., etc. Et nous, il y avait un élément qui était très important, effectivement, qui devrait vraiment être notre base et c'est ce qui nous anime, comme il disait Joris,
Qu'est-ce qui va te donner envie un dimanche soir d'ouvrir ton ordinateur à 23h30 pour aller faire ta tâche? Parce que si tu l'as pas fait, les impôts vont t'appeler. Bon, bah, ça va pas mal être ta mission. Là. Tu sais, c'est pas ton énergie du moment. Et donc, on est allé chercher, ça va être quoi cette mission? C'est quoi qui va nous animer? Et forcément, ça fait souvent lien avec nos histoires personnelles. Des choses qu'on a vécues dans notre enfance, des choses qu'on a vues, des modèles qu'on a vus et qu'aujourd'hui, on ne veut plus voir. Et c'est là qu'on a pu cibler les mamans, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, quand... moi, j'ai grandi dans un environnement où mes parents ne s'entendaient pas. Mm-hmm. Basically, la communication, c'était une dispute. Et la réalité, en fait, quand un enfant grandit dans ces environnements, il va développer certains comportements pour compenser. Parce que ton enfant, il veut quoi? Il veut voir ses parents heureux, tout simplement. Donc moi, je me souviens, par exemple, un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'étais gamine. Mon père, des fois, il rentrait le soir du travail. Et dans la maison qu'on avait, en fait, on avait un énorme sapin. Il était gigantesque, ce sapin. Et donc, tu sais, les sapins, ça fait plein de petites à longueur d'année ou c'était Noël? Tout le temps. OK. Sapin, tout le temps. Il était tout le temps là, ça. OK, cool. Donc, il y avait des épines toute l'année. Pour ça débuter au Québec déjà à l'époque. C'est ça, exact. Vous l'avez importé. Ouais, exact. Et donc, avant de rentrer dans la maison, tu marchais sur toutes ces épines, donc tu ramenais des épines dans la maison. Je sais pas comment on appelle les épines, peu importe. Ouais, c'est correct, je comprends. Des aiguilles peut-être. Et donc, mon père est rentré avec ses chaussures dans la maison et il ramenait plein de petites épines. Et moi, mon premier réflexe, c'était d'aller prendre la petite balayette. Alors ça, je sais plus au Québec comment on appelle ça là. Un balai. Un balai? Non, pas balai. Le petit balai. Le petit balai. Je prenais le petit balai, je courais vite, puis j'allais ramasser toutes les petites épines par terre parce que je voulais pas que ce soit une source de dispute. Se sentant dans un couple, mais la propreté, le ménage, c'est souvent une source de dispute. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, quand t'es gamin, tu développes plein de comportements pour compenser ce que tes parents, les dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir. Et c'est là, en fait, c'est parti de ça. On s'est dit, mais attends, il y a des dysfonctionnements dans ces foyers-là. Les premiers à devoir compenser de ces dysfonctionnements, c'est les enfants. Et ces enfants, ils n'ont rien demandé. Ils sont là pour se développer, c'est tout. Ils sont pas là pour compenser pour leurs parents. Donc, c'est de ça que c'est parti, en fait, notre mission. Nous, ce qu'on veut, oui, on aide les mamans, pour expliquer pourquoi les mamans particulièrement, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est protéger, en fait, ces enfants qui, encore une fois, n'ont rien demandé. Nice. Parce qu'après, de fil en aiguille, justement, tout ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a un divorce dans la famille de Sophie, mais les sœurs ont dû compenser, évidemment, pour aider les parents à travers, ou la maman, à travers tout ça. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui vient nous chercher? C'est comment on peut aider, souvent, un pilier familial qui va être la maman, qui va donner beaucoup d'amour dans le développement de l'enfant. Le père va soutenir d'une manière différente aussi, mais dans ce qu'on s'est dit, comment on peut soutenir la mère pour pas qu'elle s'oublie dans ce processus, que oui, le rôle de mère est un des peut-être plus beaux rôles, mais elle ne doit pas s'oublier comme femme, comme conjointe, comme peut-être professionnelle dans ces différents enjeux. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on a l'écosystème qu'on veut créer, puis on a quelque chose qui nous connecte avec qui on veut travailler, et on sait que ça va avoir un impact sur la personne en tant que telle, sur la maman, sur son énergie, sur ses humeurs, sur sa façon de communiquer, dans ses relations, etc. Parfait, on va s'adresser à elle et on va dire le message central, ça va être d'apprendre à oser se prioriser. Qu'elle doit aussi savoir sa place et de prendre soin d'elle, parce que si elle prend soin d'elle, c'est une manière de prendre la responsabilité de ton bien-être. C'est le meilleur moyen d'offrir à ceux qui t'aiment, de les protéger indirectement, de leur offrir un peu une sorte d'amour, parce que si un jour toi tu te fais mal, tes enfants vont avoir mal pour toi et tu veux pas leur créer la douleur. Donc voilà comment est née la mission. On n'a pas d'enfants, nous, de notre côté. On se dit qu'on aide nos clientes parce qu'on est à la place de leurs enfants pour leur dire « Regarde, on va t'aider là-dessus ». Des angles morts que tes enfants, c'est pas leur rôle de leur dire « Nous, on va te l'apporter de cette manière-là ». En tout cas, c'est une mission très puissante. Je peux comprendre pourquoi t'expliquais que c'est plus facile de se lever tôt un dimanche ou peu importe, accomplir une tâche. Mais c'est le fun parce qu'aussi, j'imagine que c'est sûr que c'est des choses que vous avez pris en considération, mais tu sais, les femmes, généralement parlant, toutes catégories confondues, ils font 80% des achats dans le marché. Aussi. En entraînement, j'ai pas la statistique, honnêtement, je l'ai pas checké, mais ça doit être complètement démesuré.
Fait que on joint l'utile à l'agréable. Il y a beaucoup de clients dans le Tout à fait. potentiel. Fait Tout que à vous avez fait. trouvé une niche, mais aussi la niche, elle vous accueille, dans un sens. Ouais, Aussi. exact. Oui, t'as ta niche, mais enfin, quand tu cherches ta niche, puis ton avatar, tout ça, faut regarder aussi si c'est un marché. C'est ça, exact. Évidemment. Ouais. Tu sais, je me souviens qu'il y avait des entrepreneurs qui ciblaient, par exemple, des anciens addicts ou des anciens drogués. C'est super, c'est pareil, c'est noble comme mission, mais ton marché, il va être tough. Là. Ça va être dur là, de travailler avec ce genre de personnes. Ouais, c'est sûr, parce que tu sais, même si c'est noble, tu vas t'as peut-être quelqu'un que tu connais qui va vouloir embarquer, mais sinon, essaie de convaincre les gens dans cette position-là qu'il faut qu'ils investissent dans leur bien-être, Tout à fait. puis qu'ils combattent ça en même temps, puis tout, c'est difficile. C'est chaud. Puis des fois, les enjeux financiers pour ces personnes-là également. Exact. Dans le démarrage, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous anime? À qui on veut le faire? Donc ça, c'est les premières questions que... Puis comme dit Sophie, on y revient tellement souvent pour se dire, OK, réellement, qui? Quelles sont les personnes avec qui on peut faire une différence? Et comme disait Sophie, avec notre accent, non italien mais français, qui s'entend bien, on est plus porté sur la France. Et si on reprend notre histoire un petit peu au début, si la France est un petit peu en retard sur le développement du coaching, de l'entraînement, de l'accompagnement, ce qui fait que notre positionnement depuis 2019-2020, c'est on a beaucoup de Français, on a principalement 85% des personnes qui sont en France, Belgique, Suisse, comme clientèle aujourd'hui. Ah ouais? Parce que grâce à notre accent sur les réseaux... Mais en même temps, c'est clair, là. Au Québec, on va plus écouter quelqu'un qui a plus les prononciations québécoises. Nous, en français, on a essayé d'avoir l'accent québécois, mais c'était une catastrophe. On s'est dit, laisse tomber, on va pas forcer le truc. C'est bon, allez nous cibler en Europe, c'est correct. On a laissé l'algorithme faire son travail. Et donc, le fait qu'on soit présent en France, où c'est le développement qui prend en ce moment un peu plus sur l'idée de se faire accompagner, on peut surfer sur quelque chose d'intéressant en ce moment. C'est drôle, hein, parce que je trouve que c'est tellement vrai. Comme, on dirait qu'un Québécois, si un Québécois va se tenir beaucoup avec des Français, il va pogner l'accent français, mais un Français, c'est genre impossible. C'est comme le gène de cet accent-là, il est trop puissant, il ne décrochera pas. Là. C'est comme notre collègue, ça fait plus que 3 ans que c'est ma collègue, puis genre, pas changé, pas. Fait que je suis rendu que je dis du coup tout le temps. Bon, bienvenue dans la famille. Ouais. Fait que, OK. Puis, question, ça me fait penser, parce que j'essaie tout le temps de poser des questions qui sont spécifiques à qui je reçois. Ouais. Parce qu'il y a une parcelle de l'audience qui va se reconnaître en vous. Parlez-moi de travailler en couple. Vous savez qu'elle allait arriver, cette question. Oui, c'est sûr. Travailler en couple. Alors, quelle est la recette secrète pour que ça marche facilement, sans désaccord? Mettons, premièrement, est-ce que c'est tout le temps quelque chose que, on va dire, entre guillemets, ça a été facile? Avez-vous vécu des périodes plus difficiles à cause de ça? Comment vous avez vécu ça? Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, le fait qu'on ait immigré au Québec, c'est qu'on n'avait pas de point d'appui ici, c'est qu'on a dû aussi se construire. Puis on était jeunes également, on est toujours jeunes, mais je veux dire, à 20 ans, 22 ans, on arrive avec peu d'expérience de vie et peu de vie commune. Donc indirectement, un couple, selon notre vision, se construit ensemble. Ton partenaire doit toujours vouloir le mieux pour toi dans ton développement et t'amener dans les meilleurs... ton plein potentiel, exactement. Donc nous, on s'est construit dans cette idée-là aussi de développement, puis tout ce qu'on apprend, ou qu'on pouvait lire, on se le lisait, etc. Ce qui fait que notre système de croyance, de voir les choses, a évolué en même temps. Et souvent, ça peut être, parce qu'on peut voir dans les personnes et nos clientèles, les personnes vont se développer sur des croyances, sur des développements personnels, sur les finances qu'on parlait, etc., mais sans que l'autre personne suive la même direction. Et ça crée un décalage. Ouais. Donc déjà, je pense que le point important, c'est qu'on a vécu des épreuves dans l'immigration, on a des enjeux avec des problèmes de papier. On a un jour, tu reçois une lettre le 27 décembre 2017 qui te dit il y a un problème dans votre dossier d'acceptation de la résidence permanente, vous avez 90 jours pour quitter le territoire. Sur le lendemain de Noël, tu reçois ça met du stress. En couple, comment on construit ça? Il a fallu faire le tour du poteau. Le fameux tour du poteau. Donc, je pense que c'est toute l'idée de se dire comment on fait pour s'aligner et se découvrir. Ouais, c'est très vrai. C'est très vrai parce que même, tu sais, que ce soit en business, mais même de manière générale pour un couple, mais c'est ça, en fait, c'est à quel point vous vous êtes développés en même temps. Ouais. Et en plus, par exemple, dans les femmes qu'on accompagne, elles travaillent énormément sur elles. Elles font un développement de dingue, vraiment. Elles changent. Forcément, tu changes. Et malheureusement, leur conjoint tes affaires de dev perso, là, laisse-moi tranquille, ça commence à créer cette distance. Et donc, c'est vrai, ce que tu dis, Joris, c'est on s'est développé en même temps. Donc, on a on est au même endroit. Ce qui fait qu'on peut pas avoir non plus de grands désaccords. Notre mission, elle est claire, on partage la même et notre développement est le même. Et ce qu'on fait aussi pour que ça perdure dans le temps, c'est qu'on s'assure d'être au même niveau tout le temps.
Et par exemple, tu sais, mettons sur de la gestion d'équipe. Étant donné qu'on gère une équipe à deux têtes, deux personnalités différentes, deux façons de voir les choses parfois différentes, parce qu'on est très différents, ceci dit. C'est qui le gentil? C'est qui le méchant? À ton avis? Ça se voit. Exact. Je suis le méchant. C'est ça. Donc, tu sais, dans ta gestion d'équipe, encore une fois, on a chacun notre personnalité. On ne va pas la changer non plus du jour au lendemain. Par contre, il y a des principes sur lesquels on doit être à jour. Donc, on doit tout le temps avoir le même message. On doit avoir le même ton aussi avec notre équipe. Donc, c'est ça, en fait. C'est beaucoup de communication. C'est énormément de communication entre nous deux. On ne parle que de ça. Vraiment, on ne parle que de ça. Petite anecdote très drôle, d'ailleurs. On a fait tous les deux une indigestion en même temps. Bon, c'est pratique. Si tu fais les deux en même temps, c'est que tu sais que c'est une indigestion. C'est un poisson. OK. Information pas importante, mais c'est un poisson. Très importante. Faites attention, faites bien cuire votre poisson. Faites attention au poisson. Et donc, on s'est réveillés tous les deux à, je sais plus, c'était 3h du matin, je crois. Fait que Joris était dans le salon et tout, je vais le voir, il dit « Ça va ?» Il dit « Non ». Il dit « Toi, ça va ?» Je dis « Non ». Ah, ok. Bon, quelque chose qui va pas? Ok. Fait que je te fais une petite tisane de gingembre. Ouais, allez, go. Donc, on se met dans le salon, dans la cuisine à 3h du matin, autour d'une petite tisane de gingembre pour faire le petit travail qui se passait. Et qu'est-ce qu'on fait pas? On commence à parler d'entreprise. 3h du matin, devant ta tisane de gingembre, avec mal au ventre, on parle encore de ça. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. Parce que ça nous passionne, on aime ça, on aime en parler, on aime trouver des idées, on adore ça. Et donc, pour faire le lien avec ta question, finalement, on doit être exactement sur la même longueur d'onde. C'est là que ça marche. Et évidemment, ça a des inconvénients aussi d'être à deux. Ne serait-ce que, déjà, juste à deux, mettons deux associés, ça veut dire que c'est deux personnes qui réfléchissent. C'est émotion fois deux. C'est peur fois deux, décision fois deux. Fait que ça peut être autant quelque chose d'extraordinaire, mais parfois aussi ça peut te ralentir, parce que forcément c'est à deux. Puis ça cause-tu, tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'il n'y ait justement pas cette ligne-là, peut-être un moment donné où toi tu dis, hey, là, on est samedi soir au restaurant, tu peux-tu arrêter, puis l'autre non? Non, jamais? Non, c'est jamais arrivé vraiment où. Déjà, sorry guys, mais on s'est jamais disputé avec Joris. On va dire que c'est trop. Non, mais si vous voulez, on fait un storytelling. Oh, le 19 décembre. Est-ce que si je le prends tout seul dans un coin, est-ce qu'il va me dire la même chose, par exemple? Moi, c'est pas vrai, sauvez-moi. Non, moi, j'en peux plus. Je vais la quitter. Aidez-moi. J'envoie un message à tous ceux qui nous écoutent. S'il vous plaît. C'est le moment de faire ton SOS, Joris. Non, mais l'idée, c'est que quand on en parlait, il faut être passionné sur quelque chose à créer. Puis quand on dit de la passion, je peux être passionné par les jeux vidéo, ok, mais est-ce que avec la personne que je crée aujourd'hui dans cet impact qu'on veut avoir dans notre quotidien, il faut que ça nous rejoigne. Et oui, des fois, il faut aussi apprendre à... Ce qu'on a beaucoup appris, c'est aussi à se laisser de l'espace. Parce que oui, on travaille dans la même entreprise, on est un couple, et on est dans les mêmes bureaux également. Puis quand on crée l'entreprise, on est dans notre salon, puis c'est un mur qui nous sépare entre le bureau et le salon. Donc, Sophie dans le salon, je travaille dans le bureau, on est toujours ensemble. Mais à un moment donné, c'est aussi problématique, il faut apprendre à se redonner de l'espace parce que un couple, c'est aussi toujours important de se redécouvrir, de créer cette distance qui fait qu'on a envie de se retrouver. Donc, comment on fait pour recréer cet espace-là? Donc ça, c'est tous les questionnements aussi qu'on a tout le temps. Ok, là, je vais louer un bureau, je vais travailler telle période ici. Ah, je vais faire telle chose. Pour qu'on garde ces moments d'espace, puis quand on se retrouve aussi. Ouais. Mais c'est beaucoup d'énergie. Mais en même temps, c'est des choses qui sont près de logique, parce que si le partenaire de ta vie ne fait pas partie de l'équation de ta vie dans laquelle tu veux aller, ça va mener nulle part. Donc, il faut comment on crée cette dynamique ensemble. Absolument. Ça. C'est sûr aussi, je réalise pendant que vous expliquez ça que souvent, tu vas regarder, puis moi, je suis dans beaucoup de... mettons, sur Reddit, je suis abonné à toutes les discussions, mettons, entrepreneuriat, ces affaires-là, puis des fois, tu as une des deux personnes dans le couple qui dit, là, je veux faire ma business, mais là, mon partenaire ne comprend pas parce que là, c'est des risques financiers puis tout. Ouais. Là, vous, de toute façon, vous étiez, peu importe ce qui arrivait, vous étiez les deux pieds dedans, no matter what. Aussi, fait qu'au moins... ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, fait qu'au moins, ça simplifie cette étape-là, c'est sûr. Il n'y a pas de discorde par rapport à ça. Mais est-ce que c'est déjà arrivé des fois, mettons, des situations difficiles où... là, est-ce qu'on fait le bon choix? Là, une personne pense ci, l'autre personne pense ça, ou non? Non, on a vraiment... Encore une fois... Non, ça arrive. Non, mais c'est parfait. Ça arrive avec une mauvaise réponse. Jamais, à aucun moment, on a eu on est vraiment désalignés, quoi. On va montrer un exemple qui est très parlant, c'est que quand on a créé en 2019 Y, on était 3. Ah. OK.
C'est vrai. C'est pas qu'on était un couple à 3, c'est juste qu'on avait Précise, un autre j'aurais dû partenaire préciser. qui était, pour moi, qui est toujours, mais mon meilleur ami d'enfance. C'est lui, quand il est venu nous rendre visite au Québec, on parle de tout ça, justement, l'alimentation, et puis de l'entraînement, puis des choses sur la naturopathie, puis moi j'apprenais des choses, je dis, ok, mais ça, il dit, mais pourquoi personne ne le sait? Ok, on va créer quelque chose, justement, pour transmettre ça, puis pareil, à qui on s'adresse et tout. Donc on crée l'entreprise, on est 3, on est donc avec mon ami associé. Mais à un moment donné, c'est juste qu'il y a des choses il y a des désaccords qui se passent, il y a juste des personnes qui peut-être qui doivent participent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient en fonction des parts qu'ils ont dans l'entreprise, et ça amène des décisions à prendre. Donc, si aujourd'hui on est 2, c'est qu'il y a une décision qui a été prise de laisser aller ce partenaire dans l'entreprise. Et forcément, c'était une grande discussion parce qu'il y avait le côté émotionnel. Moi, je parle d'un ami d'enfance dessus. Et Sophie m'apporte, on avait déjà parlé, il faut que ça soit plus juste dans c'est quoi le rôle que tu as, parce qu'on est 3, on disait, qui est dans la gestion d'équipe, ok, c'est quoi le rôle de Sophie, c'est quoi mon rôle? Donc tout est fait pour que l'entreprise ait 2 personnes qui l'aident. Quand on était 3, ok, mais si moi j'ai 33% des parts, qu'est-ce que j'apporte à cette entreprise-là? Qu'est-ce qui justifie que j'ai 33% qui permet de développer l'entreprise? Là, on sentait qu'il y avait une part qui n'était pas forcément aussi impactante qu'elle devrait et qui mériterait de prendre 33% de la part du gâteau à la fin de l'année. Et Sophie, on apporte cette discussion avec mon ami. Et on se rend compte que ça va aller nulle part. Puis après, on se dit, faut prendre une décision. Et Sophie me dit ce jour-là, Joris, ça va falloir que l'annoncer, qu'on le met dehors. Waouh, ok, je comprends la décision. Rationnellement, pour la business, c'est ça qu'il faut faire. Émotionnellement, est-ce que je l'entends alors que ça fait seulement 1 an qu'on est dans l'entrepreneuriat? Ok. Vite que va falloir que je change mon identité, va falloir que je step up pour savoir que c'est pas lié émotionnel, c'est quoi le lien pour la business. Donc toi, là, ce qui fait que Sophie a apporté des choses qu'au départ, je n'étais pas prêt à entendre, mais c'est mon côté émotionnel qui bloquait ça, parce que protection d'ego, d'être rejeté, d'abandonner, peu importe les blessures derrière ça. Donc il fallait être aligné, et c'était dur parce qu'il y avait beaucoup de discussions. Avant que j'ai la discussion pour mettre l'associé dehors, fallait me laisser 1 mois, 2 mois pour qu'on en reparle, ok, pour être sûr d'être aligné. Mais c'est beaucoup de communication et d'ouverture. Et quand on fait de l'ouverture avec la personne qu'on aime ou avec, parce qu'on parle de couple, ça demande beaucoup de vulnérabilité, de se montrer des fois pas solide sur ses appuis, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est là qu'on grandit. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux dans les décisions? C'est peut-être la plus grosse qui a été c'était la plus challengeante, mais essentiellement, à la fin, pour nous, en tout cas, la façon qu'on voit les choses, c'est purement une question de respect. De respect envers soi, déjà d'un. Si tu te respectes pas, si tu travailles pas sur toi, ça va être compliqué dans un couple. Et de respect de l'autre aussi. Je pense que ce qui fonctionne beaucoup, c'est qu'on a un profond respect l'un pour l'autre. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'il donnait Joris, je le respectais aussi dans le temps que ça pouvait lui prendre pour accepter cette décision. Et Joris me respectait aussi dans t'as raison dans la décision que t'es en train de prendre. Donc, pour nous, c'est ce qui nous guide ultimement, c'est est-ce qu'on est en train de se respecter? Comme on disait, se laisser de l'espace, c'est aussi se respecter. Bon, ok, moi, j'ai un besoin de faire ça. Je ne vais pas t'en vouloir d'un coup de ne pas vouloir bosser, par exemple. Non, je te respecte, je sais que tu vas revenir encore plus forte derrière. Donc, c'est la guideline. Voilà, ce qui fait que notre duo fonctionne, c'est qu'on estime qu'il fonctionne, nous, par rapport à ce qu'on attend de nous deux et que l'entreprise attend de nous deux. C'est beaucoup de transparence, de respect et de responsabilité. C'est super parce que, je me dis, il y a quand même une partie de l'audience à un moment donné que ça va être un couple, que peut-être, puis même, ou des gens qui, les deux sont entraîneurs, puis qu'ils se découvrent, ça va arriver. Fait que là, qu'ils vont avoir des projets communs, puis vous pouvez être un exemple à suivre de conseils à voir comment réussir. Mais c'est fascinant parce que, je pense que de la façon que vous me l'expliquez, c'est tout vraiment clair et raisonnable et très logique, là, C'est logique. Puis aussi, il y a un point qui est super important, c'est la complémentarité. Ouais, parlons donc de ça. C'est important d'être complémentaire. Et d'ailleurs, tu vois, on a eu plusieurs personnes qui nous ont écrit sur Insta « Hey, je veux lancer ma business avec mon partenaire. On est tous les 2 entraîneurs. » OK. Le truc, c'est que là où ça marche, c'est quand vous êtes vraiment complémentaires. Donc, chacun doit apporter quelque chose de différent. Déjà, c'est beaucoup plus riche de manière générale. Et en plus, on ne va pas se marcher sur les pieds. Donc, c'est ça qui était à notre avantage, c'est que Joris, lui, il avait toute son expertise en naturopathie. Donc, au tout départ, aujourd'hui, ça a changé, là, mais au départ, c'était lui qui donnait beaucoup plus de service client, etc. Moi, j'avais plus une expertise technologique, stratégique. Parfait. Il paraît que c'est ça qu'il faut merger pour que ça marche dans une entreprise. Donc, on ne se marchait pas sur les pieds, c'était très complémentaire, et ce qui fait qu'on a pu faire avancer tous les 2 l'entreprise. Donc,
de manière générale, même quand on est à deux, je trouve que vraiment la complémentarité, c'est... Puis j'imagine aussi que ça vous suit dans le reste de votre relation. Là. Vous devez comme avoir des personnalités qui... Ah, Mais oui. Un vient combler l'autre, puis ainsi de suite. Exact. On va dire poivre et sel. On peut voir ça de cette manière-là. C'est que on peut dire, des fois, on peut entendre parler sur les réseaux de tout ce qui est énergie masculine, énergie féminine, qu'on a tous une prédominance dans certaines énergies, peu importe le genre. Sophie a l'énergie masculine de pouvoir cadrer les choses. Si tu lui demandes, elle va te tracer un chemin. Par contre, la vision d'où est-ce qu'on se dirige, qui est peut-être plutôt l'énergie féminine, va être plus reliée à moi. OK, là, on va aller ici. Mais dans le comment et qui c'est qui va bûcher chaque jour pour le créer, chaque Sophie va avoir la stratégie de le faire. Parfait. Donc, c'est comment on fait pour créer cette dynamique-là, mais mine de rien, ça l'a fait aussi dans la vie perso. OK, on veut ça, mais comment on le rend maintenant? Donc, c'est une complémentarité. Et je pense que n'importe qui se met en couple, mais aussi en partenaire d'affaires, c'est important, selon notre expérience, de se poser la question, c'est quoi la complémentarité? Parce que sinon, après, tu construis ton équipe qui peut être des extensions de toi. Mais un partenaire qui prend des parts, encore une fois, du gâteau de l'entreprise, c'est quoi la complémentarité là-dessus? Ouais, non, absolument. OK, je vais sauter d'un sujet à l'autre. Allons-y. Si on parle, parce que là, vous me le disiez off-cam, mais en ce moment, vous avez 6 personnes dans l'équipe ou vous êtes 6 total? Oui, 6 total. Vous êtes 6 total, ce qui est quand même comme dans le milieu de l'entraînement, c'est vraiment beaucoup. Mettons, quand est-ce que vous avez passé d'être 2 à avoir un premier membre de l'équipe? Ça fait combien de temps? C'était en 2020, je crois. Non, 2022. Ah, 2022. 2022. Bonne timeline. En 2022, on a commencé d'abord à avoir une coach avec nous. Nous, dans notre équipe, c'est que des naturopathes. Et on les forme en plus à être coach. Donc, en 2022, c'était notre première... on a délégué le service, en fait. On avait vraiment s'il y a vraiment quelque chose dont on est fier, c'est notre service, puis comment on le délivre et la qualité de ce qu'on fait. Vraiment, ça, c'est... Puis j'ai une question pour vous, parce que là, tu sais, vous nous expliquez que vous desservez principalement comme l'Europe. Ouais. Est-ce que c'est quoi le bénéfice que ce soit des naturopathes spécifiquement en Europe? Y a-t-il quelque chose? Parce que je sais qu'ici, ça permet de faire des reçus, right? Mais comme là-bas. Ah ouais. Déjà, pour nous, c'était la qualité qu'il y a aussi au Québec dans les formations. On peut parler de l'IF Institut, on parle des personnes qui délivrent les formations ici. Au Québec, il y a 2 grandes écoles aussi en naturopathie. Et c'est rien à voir par rapport à ce qui est fait en Europe. En Europe, et en France, c'est en train de prendre, mais c'est pas aussi important que ce que justement, les différentes formations ici. Naturopathie, en France, tu peux l'être en 3 mois, 6 mois, tu as le titre, par exemple, de naturopathe. On est d'accord que c'est pas aussi poussé, par exemple, qu'une école au Québec où c'est 2500 heures, 3000 heures, 4 ans d'études pour arriver à ça. Pareil en l'entraînement où tu vas connaître tout ce qui est la biomécanique, l'angle, etc. En France, il n'y avait pas forcément des formations poussées sur ça. On allait apprendre que c'est bien de bouger 30 minutes par jour. OK. Comment je bouge? Qu'est-ce que je fais à la salle, etc. La salle de sport ou le gym. C'est différent. Donc, nous, on construit notre équipe basée avec nos expériences et ce qu'on a fait aussi au Québec. Il faut qu'elles soient les personnes au Québec. En France, après, sur la clientèle, il n'y a pas d'enjeu de reçu ou quoi. Les personnes qui viennent dans notre programme savent qu'elles viennent chercher une transformation, qui vont leur développer les outils qu'elles ont besoin. Parce que là, tu as amené un bon point. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre équipe, c'est tous des Québécois ou? Ouais. Puis là, c'est-tu des Français au Québec ou c'est tous des Québécois? Il y en a c'est une Française au Québec. Okay. Et toutes les autres, c'est... Québécoise. OK. Fait que dans le fond, c'est que vous étant la tête d'affiche dans votre marketing, ben clairement, tu sais, puis là, on pourra en parler de ça, mais j'imagine que l'algorithme a été vous chercher des clients en Europe. Là, vous avez fait, OK, ben là, ça marche. Puis, est-ce que c'est drôle quand les Québécois, ils exécutent le service avec les Français, l'accent pis tout? Mais c'est exotique pour nos Français. Oui, c'est ça. Nous, on est comme fancy pour les Français. Hein? Mais c'est super, ça fait voyager. Non, mais il y a une ouverture. Puis le Québec a une force qui nous fait qu'on est aussi au Québec, la qualité des personnes qu'on a eu la chance de rencontrer ici. Sophie, par exemple, on connaissait une personne ici, où moi j'ai travaillé à un institut d'entraînement avec une personne incroyable qui m'a partagé des notions de vie, de respect en travers des habitudes, puis d'être humain, très intéressantes. Il y a cette qualité au Québec d'humain. Tout n'est pas tout rose, tu vas me dire, évidemment, mais quand même, il y a une qualité humaine beaucoup plus ouverte. Et ce qui est très rafraîchissant pour notre clientèle française, où toujours tout est dit en France que le contexte est compliqué, qu'il l'est. Et c'est certainement, pour certaines personnes, ça l'est aussi, mais de rajouter toujours que tout est dur, ça fait du bien d'entendre un petit peu un vent de fraîcheur. Et je trouve ça tellement intéressant. Puis je suis sûr qu'il y a notre audience aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut savoir, tu sais, nous, ce que vous vivez. Fait que...
On a beaucoup d'ingrédients. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est cool. Puis, tu sais, on parlait tantôt de trouver sa niche puis tout, mais tu sais, non seulement c'est comme les mamans, mais c'est les mamans européennes qui engagent une compagnie au Québec. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est votre sauce secrète, tu sais. Ouais. Exactement. Et puis c'est ça qui fait que ça marche aussi. Comme tu dis, c'est le bon mot. La sauce doit être secrète. Il y a tous les ingrédients, comme une bonne sauce de ton arrière-grand-mère. On connaissait pas tous les ingrédients. L'ingrédient secret, c'est de la cannelle. Voilà. C'est tout le temps la cannelle. En plus, ta grand-mère t'essayait de reproduire ses plats ou la recette. Mais oui, t'inquiète, c'est ça. Tu mets 100 grammes de machin, toi tu goûtes, c'est dégueulasse. Mais au final, dans tout ça, c'est juste l'unicité. Parce qu'on peut pas dire, il n'y a pas une recette pour dire, tu veux réussir, tu veux faire quelque chose, un impact dans ta business, crée un couple, yeux bleus, parfaits, yeux marrons, un grand. Non, tu sais, c'est toute notre unicité qui fait que plus on est nous, on va attirer des gens qui vont aimer qui nous sommes. Et surtout, on va attirer, si on parle aux bonnes personnes, des gens qui vont aimer vouloir travailler avec nous et nous, on va aimer travailler avec elles. Et tout le quotidien, c'est pas qu'il est plus facile, il est plus léger à partir de là, dans ce qu'il faut faire dans l'entreprise, dans les choses qu'il faut gérer, etc. Puis, tu sais, avec votre entreprise, ça vous a combien... C'est une question vraiment particulière, mais je pense que pour l'audience, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes arrivé ici au pied du mur. Là. Ça vous a pris combien de temps avant que l'entreprise puisse, mettons, vous payer, que vous soyez genre vraiment satisfait puis confortable? Parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent peuvent dire « il y a un employé. » C'est pas parce que tu as engagé un premier coach que tu te dis « je suis payé à ma juste valeur puis je suis content. » tu sais. Non, regarde, on va mettre une réalité aussi de l'entrepreneuriat sur cette belle table. Ouais. Le titre du meilleur livre, je pense, qu'on ait lu sur l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Je pense qu'on pourra ajouter... François Lambert. Voilà. On pourra ajouter un sous-titre en dessous. L'entrepreneuriat, tu vas pas te faire payer tout de suite. Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Fait que oui, on a fait des revenus, on a fait des beaux revenus, mais notre niveau de vie à nous, on l'a pas non plus fait évoluer de fou. Parce que justement, les revenus qu'on fait, on les réinvestit dans l'entreprise parce que c'est ces revenus qui vont te faire toute ta croissance. Right. Fait que c'est le plus grand défi, évidemment, quand tu démarres l'entrepreneuriat parce que on nous montre que c'est extraordinaire, c'est facile et tu vas acheter ta Lamborghini demain. Non. Regarde, pour revenir au podcast, on n'a toujours pas de voiture, on a dû marcher à moins 52. On s'en souviendra bien. Donc, c'est un peu cette réalité aussi de oui, tu sais, ça, on a des beaux revenus, c'est génial, mais on réinvestit aussi ce qu'on fait parce que tout est en lien avec ta vision. Évidemment, ça dépend de ce que tu veux créer. Tu sais, tu peux, ok, tu fais de l'argent, vas-y, utilise-le pour ce que tu veux faire. Mais en même temps, ça dépend de ta vision, ce que tu as envie de créer dans le futur, puis l'impact que tu as envie d'avoir. On va montrer le trajet, parce qu'on parle de 2019 où on crée, on parle de le moment où on met notre partenaire d'affaires aussi à l'extérieur. Au début, on parle d'aider les femmes et il faut comprendre que si tu veux avancer, il faut que tu te prouves que tu es capable aussi dans ce que tu fais. Donc, si les personnes qui nous écoutent se lancent en affaires, se lancent pour dire « Ok, je vais être entraîneur, etc. » Je vise telle personne. Notre premier client était un homme. Notre premier client, pourtant on parlait, mais c'est tous les premiers messages, donc le message n'était pas assez fort, évidemment, mais c'est un homme qui nous écrit et qui nous donne l'opportunité de l'aider. Mais cet homme a créé toute une différence chez nous parce qu'il a déjà donné notre confiance qu'on peut croire en nous. Mm-hmm. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver, c'est que tu peux croire que tu peux faire quelque chose de ton expertise, de ta manière de faire. On a cette première personne. Puis après, on a d'autres personnes, plutôt dans un cercle de gens qui te connaissaient un peu, l'ami de ta tante, etc. Et tant mieux, parce que ces personnes-là vont aussi en lien de confiance que toi, tu n'as pas encore créé, parce que tu n'as pas une notoriété, tu n'as pas la longévité qui permet de dire d'autres personnes, je vais faire confiance à toi. La longévité crée la notoriété selon notre point de vue. Et il y a plusieurs personnes qui nous font confiance, qui font que nous, on peut se permettre de où est-ce qu'on travaillait, de réduire, au lieu de travailler à temps plein, par exemple, dans le studio d'entraînement que j'étais, ok, je réduis. On prend des risques dans le business, mais on ne se met pas en danger. Parce que si on se met en danger, on ne crée plus rien. Puis on va créer que par la peur du manque. Right. Si tu crées par la peur du manque, c'est fini. Donc on dit, on va faire ça intelligemment, après on va réduire ici, puis on va commencer à regarder le même style de vie. On vit dans un 4,5, on est à Laval, parfait. Bon, on va pouvoir construire petit à petit en 2019, 2020. Ok, après on va commencer à réduire de plus en plus. Mais quand on embauche notre personne, notre coach, on sait que pendant 2 mois, on ne va pas se payer. Parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on gère cette période-là? Donc, on est encore en 2022, on parle quand on embauche la première personne. Donc, on se payait juste ce qu'il fallait pour notre style de vie, mais quand on embauche, ok, on va passer 2-3 mois. Donc, on a les pieds dedans, on va falloir encore plus travailler, on va dire, mais on sait qu'on va pas se payer. Et à partir de là,
on a pu commencer à grandir de plus en plus parce qu'on a pu délivrer le service par une coach et donc le temps, nous, on a pu le remettre dans la croissance de l'entreprise. Donc ça prend du temps. Je pense que s'il y a un conseil, c'est mettez-vous pas en danger, prenez des risques parce que c'est là-dessus que vous allez vous découvrir, mais mettez-vous pas en danger dans des situations j'ai l'air dangereuse justement parce que non, mais c'est vrai, c'est des bons conseils. Puis tu sais, je veux dire, même nous, tu sais, on s'entend que on se connaît depuis longtemps, puis on en a entendu des conseils en entrepreneuriat. Puis je pense que c'est bon de dire ces conseils-là parce qu'on en a vu des montagnes russes, moi et vous. Puis on en a connu des gens qui ont pris des trop gros risques puis qui l'ont regretté, d'autres personnes pour qui ça a payé, mais je pense que tout le monde qu'on a côtoyé, peu importe c'est qui, il y aurait le même speech que vous en date d'aujourd'hui maintenant, c'est de se dire, justement, tu sais, tu peux prendre des risques, mais tu n'es pas obligé de tout risqué, tu sais. Fait que d'y aller une étape à fois, peut-être de commencer comme justement avec un emploi, puis partir tes affaires on the side, puis être capable de payer tes trucs. Exact. C'est super. Mais ma question à la base, puis là, je comprends que vous faites le choix de réinvestir, mais ça, c'est quand même un luxe que vous choisissez de faire, puis pas de le mettre ailleurs. Ça a pris combien de temps à vous dites, OK, là, notre business, ça va bien, ça se passe, mettons? Vraiment, l'année transit, c'est 2023. 2023? Je pense... C'est jamais assez. Sophie va te dire... Oui, parce que ça dépend ça dépend de chacun. Comme moi, effectivement, je suis encore dans cette énergie de c'est jamais assez. Ouais. Je pense qu'il pourrait y avoir 37 millions, ce sera jamais assez. Donc, ça dépend beaucoup de ton mindset aussi que tu as développé autour de l'argent. Maintenant, là où on s'est dit... Mais oublie l'argent, mettons. Ouais. Quand tu t'es dit, OK, là, on a quelque chose. Là. Genre là, OK. Moi, je reste sur 2023. Ouais, vas-y. Ah, si, oui. Ouais, c'est une année où, justement, fin de 2022, on a notre coach qui est en place. Et 2023, notre positionnement sur les réseaux, on se montre plus nous. On comprend que il n'y a rien de laid en nous, on peut juste être nous. Puis il y a encore des gens que vont aimer qui nous sommes. Et ça va faire notre unicité. Puis encore plus aujourd'hui avec l'ère de l'IA, ça va être tout le monde est un peu vanille. Comment on peut être chocolat. Et être chocolat, c'est être nous-mêmes. Donc 2023, il y a un pop qui se prend sur les réseaux où on se montre plus nous. On a quelque chose qui se prend et on a beaucoup plus d'impact chez les personnes. On a beaucoup plus de personnes qui viennent demander de l'information sur nos services, sur comment créer tout ça. Et là, on arrive à avoir un rythme de croisière intéressant et qui fait que on peut prendre des vacances une semaine. Ouais. Je pense qu'un des indicateurs, ça a été effectivement, OK, l'acquisition client devient plus stable. Ouais. Là, on s'est dit, OK. Surtout que vous l'avez fait de façon organique, de ce que je comprends, right? C'était énormément organique pendant très longtemps. Là, maintenant, on est passé aussi à de la publicité. Ouais. Mais oui, on a fait quasiment que de l'organique. Parce que là, il faut que j'en parle. Ouais. Ça me titille. Mais fut un moment, puis là, je me rappelle pas des années, vous me pardonnerez, mais où j'avais dit, là, rendez-moi service. Vous n'avez pas le droit de tricher. Faites une vidéo par jour, puis vous m'en reparlerez. Je pense que je vous avais dit 90 jours. Puis je vous avais donné le défi. Puis je vous avais recroisé après 90. Puis là, vous m'avez dit, genre, yo, ça a tout changé, comme ça a marché. Mais ça n'avait pas été instantané. Fait que c'est le 90 jours qui avait été la clé, dans le sens que peut-être, je ne sais pas, ça a pris 35 jours avant que vous voyiez que ça a pété. Mais... c'est très juste. Vincent, on va te mettre de l'avant parce que c'est un événement qu'on participe, je crois, en juillet, août 2022. Et... on te voit parce que tu as offert des récompenses et on avait gagné un prix à cet événement-là qui était justement avec ta compagnie pour faire tout le branding. Ouais. On avait gagné ce prix-là, on te remercie parce que c'est toujours ce branding-là qui fonctionne aujourd'hui. Bien fier, parce que si vous allez voir leur branding, c'est nous qui l'avons. Yes. Et tu nous en parles, et puis OK, je vous mets au défi de faire une vidéo chaque jour. Bon, allez, on a un petit peu d'orgueil et un ego surtout. On s'est dit, on va montrer à Vince qu'on est capable de le faire. Et on s'est mis à le faire. Donc, c'était en fin d'année 2022. Et ce qui se passe, c'est qu'on était très organique et on publiait chaque jour, religieusement, cette vidéo, ce montage. Puis on tournait les dimanches, peu importe, tout le temps, on le faisait. Et ça a pris du temps. Et à un moment donné, ça y est, les gens créent une connexion avec toi. Ils ont l'habitude d'entendre. Ils comprennent ton message. Ah, ça me parle. Lui, ça me parle plus. Parfait. Et l'organique a fait que ça a porté que nos abonnés sont montés... on est passé de 10 000 à 50 000 abonnés. Aujourd'hui, il y a 95 000 abonnés sur la page Facebook, par exemple. Donc, tu sais, ça s'est fait graduellement, mais il fallait travailler tous les jours pour le produire. Et là, les gens venaient à nous, jusqu'à presque qu'on automatise. Et donc, ça a apporté une certaine, rythme de croisière parce qu'on s'est retrouvé avec moins de forcer, en fait. Avant, il fallait forcer, essayer de se faire connaître. Puis donc, je dirais 2023 était l'année... transitoire. Parce que je me rappelle aussi, puis là, encore une fois, vous me pardonnerez, c'est vague, mais c'était dessus. Hey, Joris,
C'était quoi la phrase? C'était, hey, Joris! Hey, Joris! Oh, purée, je l'ai dit 12 milliards de fois. Hey, Joris! Parce que c'est ça, vous aviez comme trouvé qu'à un moment donné, les gens ils réagissaient bien à ce hook-là. Ouais, qui était exact. toi qui disais, hey, Joris! Puis là, whatever, la vidéo commençait. Exactement. Bah, c'est ça, en fait. Hein, puis ça n'a pas changé aujourd'hui dans la façon qu'on va faire des réels. C'est ton fameux hook. Comment tu vas attirer les gens. Et effectivement, à l'époque, c'est venu vraiment comme ça. Là, on n'avait pas réfléchi, mais techniquement, on s'est dit, si quelqu'un t'appelle dans la rue, hey Vince, bon, tu vas te retourner. Bon, bah, c'est un peu le même principe sur les réseaux finalement. On a dit, hey Joris. Et là est partie toute une série de vidéos. Ouais, c'était Hey Joris avec une question qui parlait à notre auditoire, que l'auditoire, que notre niche se posait, notre avatar se posait comme question. Et puis voilà, on était nous, puis après, on a du côté humour qu'on essaie de mettre de l'avant, qui est plus dans notre intimité, principalement montrer des fois avec des objets un peu bizarres, etc., mais qui étaient... Genre quoi? Bon, tout ce qu'on trouve. Un petit canard jaune. Trop utilisé. Tant que ça pique la curiosité de la personne qui écoute la vidéo. Ouais, ou de faire des gestes absurdes. Ouais, c'est absurde, donc je sais pas... Bon, vous dites à personne, mais on a pris un casque. Vous savez, les casques sur les trottinettes électriques, là. Ouais. On en a récupéré un. Et puis on l'a utilisé pour nos vidéos. Promis, on l'a rendu. Promis. Donc c'était genre ça, on utilisait ça, j'ai réussi de le mettre sur la tête. Plus c'était absurde, bah plus ça captait en fait. Mais vraiment, on utilisait tout. Là. Mais c'est pas tombé dans le côté clown non plus. On n'a pas des clowns de service à divertir Instagram et des influenceurs. C'était se dire comment, ok, nous on a un côté humour décalé sur les éléments. Bon, on va juste montrer ce côté décalé. Après, avec un sujet sérieux ou comment on peut rendre des choses très sérieuses. On parle d'hormones, on parle d'entraînement, mais avec aussi un côté plus simple, ouais. Merci. Puis d'ailleurs, là, pour donner un conseil justement à ceux qui sont... Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, tout est dans la création de contenu. Quelque chose qu'on a compris qui, même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose de hyper évident, mais plus c'est toi, et surtout plus tu as du fun à le faire, plus ça marche. Et je donne ce conseil parce que nous, on tombe très facilement, et je pense que tous les entrepreneurs vont se reconnaître là-dedans. Bon, alors ta vidéo, il faut ta belle lumière, il faut le bon background, puis il faut que tu parles bien, et puis il faut que tu aies ton script, et puis ton hook. Ouais, mais oublie pas ton call to action. Puis c'est épuisant de construire du contenu quand tu dois penser à toutes ces choses. Et nous, quand ça a énormément marché, genre vraiment viralité, là, c'est autre chose encore la viralité, mais comme vraiment ça a marché, c'est toutes les fois où on a eu du fun. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi 30 ans à la vidéo qu'on allait faire. Ça nous faisait rire, juste nous. Okay, bah, ça nous fait rire. Genre, la vidéo, elle a peut-être une vue. On s'en fout, ça nous fera rire. C'est là que ça a marché. Ouais. En fait, à chaque fois, là, sur tout ce qu'on partage depuis le début, c'est qu'on connecte au cœur de nous au quotidien. On parle de la personne avec qui on veut aider, faire une différence. C'est parce qu'il y a une histoire derrière qui va nous animer. On parle d'avoir du fun, montrer sur les réseaux notre expertise, notre façon de voir les choses. C'est pas toujours être dans l'analyse. L'analyse sert, parce qu'on parlait que c'est ce qui permet de concrétiser les éléments, mais si je connecte jamais avec l'envie et l'enthousiasme de le faire, bah comment quelqu'un qui va vouloir travailler avec toi, qui va t'écouter, va avoir envie, s'il n'y a pas cette étincelle. Ouais, puis tu sais, je pense que l'affaire qui arrive avec cette profession-là, c'est que, ben, premièrement, il y en a tellement, puis c'est une relation très intime, tu sais, d'engager un entraîneur ou quelqu'un pour, tu sais, dans le but de te coacher, que la personnalité, puis là, je veux dire... Faites lift, soyez formés. Mais je veux dire, je pense que pour les gens, la personnalité est plus importante que les compétences puis les formations en arrière. Tu sais, dans le sens que si je t'écoute parler puis tu m'endors, je pense pas que tu vas m'amener à vivre une transformation. Tu me suis? Exactement. Fait que même si tu as toutes les connaissances ça me prend quelqu'un avec qui je me dis, oh my God, comme ça pourrait être mon ami quasiment. Là, j'ai envie, ça va être agréable, ça va être le fun. Je suis convaincu que non seulement il y a les compétences, fait que ça c'est une chose, mais il y a la personnalité que ça va me donner envie de le faire. T'sais. À part si c'est un programme pour le sommeil. Si tu endors les gens. C'est bon point. Mais il faut être formé, avoir des connaissances, c'est évidemment les choses qui vont te permettre d'avoir des résultats. Donc si vous ne faites pas vos formations et que vous n'avez pas de choses pour délivrer, de toute façon, à un moment donné, le manque de résultats et des personnes qui vont faire confiance sur le marketing va voir qu'il n'y a rien derrière. L'effet que la longévité ne va pas être là. Au bout de 2-3 ans, ça va se savoir que tu n'as pas fait les formations, puis tu ne connais pas comment coacher la personne, entraîner la personne, l'aider dans ses différents enjeux. Donc oui, il faut être formé, mais après, tout ce qui se passe en amont pour transmettre les messages et tout ce qu'on dit, soyez vous, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est très vrai ce que tu amènes, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont bloquées à l'étape de « je sais peut-être pas assez de choses, je suis peut-être pas assez formée, Oui, encore une fois, c'est important, mais tu es là pour transformer les gens.
transformer les gens, c'est les mettre en mouvement. Donc, tu vas mettre personne en mouvement en lui disant « prends une camomille ». Ouais, ça va peut-être te calmer, mais enfin, est-ce que ça le met vraiment en mouvement? Non, pas du tout. C'est ton énergie que tu vas mettre. C'est comment tu arrives à mettre les gens on va mettre ça en guillemets, la motivation, là, même si on n'y croit pas, bref, autre sujet. Mais c'est comme ça que les gens, finalement, ils vont mettre en place tout ce que tu sais, justement, toute ta compétence, toutes les formations que tu auras faites. C'est là que les gens vont le mettre en application. Mais pour ça, il faut les mettre en mouvement. Et c'est là tout l'intérêt du coaching, justement. Je pense qu'il y a énormément d'incompréhension sur ce que c'est vraiment le coaching. Mais le coaching, c'est pas... je vous mets dans une salle avec 37 personnes et puis je vais vous faire un cours sur la médecine fonctionnelle. C'est pas ça du coaching. Coaching, c'est mettre les gens en mouvement, justement. C'est OK, c'est quoi tes croyances qui te bloquent actuellement? C'est ça, c'est vraiment une expertise de coaching. Fait que, sincèrement, il y a quasiment... vous aurez un plus gros impact à savoir ce que c'est, en fait, coacher les gens, les mettre en mouvement, plutôt que de connaître tout ce qu'il faut sur des connaissances très pratiques. Là. Vraiment. Et, toi, il y a un point qu'on parlait, on parlait d'être aligné avec Sophie. Chaque 3 mois, puis là, surtout avec la nouvelle année, c'est bien de toujours se mettre à plat les choses et se dire, OK, qu'est-ce qu'on vise, etc. Aujourd'hui, l'ère de l'information, on l'a passé. C'est facile, on parle de ChatGPT, etc. N'importe qui, notre clientèle, votre clientèle peut avoir accès à de l'information. OK, donc comment je peux entraîner mon biceps? Comment je peux travailler sur l'émotion? Il y a l'information. Donc, ça ne sert à rien de compétitionner avec de l'information, puisqu'aujourd'hui, l'IA va vous battre sur l'accessibilité à tout ça. Il y a 20 ans, c'était génial d'apporter l'information. Sais-tu que le kéfir est hyper intéressant pour telle chose? Ah ouais, c'est super. Mais maintenant, on n'est plus sur ça. Il faut apprendre à connecter avec les gens. Ça paraît logique, connecter, parce que l'humain est un être d'interaction sociale. Mais comment on connecte avec les gens? On connecte en étant nous. Et dessus, et après, les compétences et connaissances que tu as acquises, que tu as appris par tes formations, ton école, etc., tu vas pouvoir le délivrer dans le service. Mais selon nous, en amont, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était cette ère de connexion. Soyons connectés à notre mission et soyons connectés avec l'humain en face, en étant le plus transparent possible. C'est quoi dans les dernières années, la plus grande leçon que vous avez appris en entrepreneuriat? Moi, j'ai un truc qui me vient en tête, parce qu'il y en aurait, mais je pense que c'est la persévérance. Parce qu'il y a aussi un truc en entreprise qu'on a compris avec le temps, c'est qu'il y a parfois un facteur chance. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, des fois, on a eu une vidéo, tu sais pas pourquoi, elle devient virale. Parce que l'algorithme. Bon. Mais la seule façon que ça s'est arrivé, c'est parce qu'on a persévéré. C'est pas parce qu'on avait contrôlé notre vidéo, puis on savait que ça allait faire 4 millions de vues. T'en sais rien de ça, c'est justement tout le principe de la viralité. Mais c'est parce qu'on a persévéré, qu'on a continué, même si c'était pas parfait, même si on n'avait pas envie, même à partir du moment où tu persévères, à un moment donné, c'est ça la chance. Oui, c'est de la chance, mais il faut que tu la provoques aussi. Et le meilleur moyen de la provoquer, c'est que tu continues. Continue, t'arrêtes pas, continue. Et c'est ça, quand on parlait de longévité, certaines entreprises sont encore là aujourd'hui parce qu'on a persévéré. On a continué. En fait, la plus grande leçon, c'est de comprendre la persévérance et selon moi, qu'il y a des cycles. Comme il y a des cycles dans la saison. Au Québec, il fait moins 30, moins 25, puis l'été, il fait plus 30. Il y a des cycles différents. Dans l'entrepreneuriat, ce qu'on a appris dans ce développement de business, c'est qu'il y a des cycles, et les cycles sont toujours décalés. Quand tu es en période d'hiver, où c'est peut-être plus compliqué, que tes réseaux prennent moins, peut-être que tu as moins d'acquisition en termes de vente de clients, de programmes, etc., il faut comprendre que c'est toujours les efforts que tu vas faire maintenant qui vont payer, mais dans le prochain cycle. Et trop souvent, on se remet en question dans le mauvais cycle. Ça veut dire que je vais me remettre en question dans la période d'hiver, dire OK, mais ça rentre pas, et ça va te faire couper les efforts que tu devrais faire en hiver. Pour que ça paye. Et quand c'est l'été et tout va bien, ça rentre, t'oublies les actions que tu as faites qui t'ont permis de rendre là. Donc, ça prend de la sagesse pour... c'est ce qu'on a compris avec le temps. C'est à force de le vivre plusieurs fois parce qu'effectivement, comme, tu sais, puis on le voit beaucoup, tu sais, ceux que justement, je sais pas... on acquiert beaucoup de clientèle. OK, là, on va engager une équipe de vente parce que là, puis là, tu grossis, t'engages, puis là, après ça, tu as un down, puis là, tu dis, là, il faut mettre tout le monde dehors. Puis là, tu sais, fait que là, il faut se remettre à faire de l'acquisition client. Fait que là, t'en refais. Tu sais, fait que c'est tout le temps des cycles, alors qu'il faut pas arrêter, puis il faut pas exagérer non plus, tu sais. Parce que ça va tout le temps être semi-prévisible. Ça va rester prévisible si tu continues les efforts. Oui. Mais il faut pas que tu arrêtes de faire ce que tu faisais, puis ainsi de suite, tu sais. Tout à fait. Mais comment en entraînement? Les entraîneurs qui nous écoutent, c'est évident que si tu t'entraînes tes abdominaux dans la salle, au gym, aujourd'hui, ça va pas apparaître maintenant. Il va falloir que tu les refasses encore. Puis quand tu vas les avoir, il faudra que tu continues à les faire. Parce que si tu arrêtes, mais
en entrepreneuriat, des fois, on peut oublier ça. Ah, je suis tellement d'accord avec ça. Puis tu sais, tantôt on disait, il n'y a pas de recette secrète du succès. Puis je pense que ça fait 5 fois que je le dis dans des podcasts différents. Pour moi, il y en a une, puis c'est la persévérance. Ouais. Parce que je ne connais personne. Tu sais, mettons, l'épisode avec le Fit Cook, il disait, ça m'a pris des années avant que je devienne, que le monde me dise, c'est toi le Fit Cook. Des années, là, qui a fait des vidéos. Il me disait, au début, j'y faisais pour le fun. Mais ceux qui se lancent, qui font ça 3 semaines, ça marche pas mes affaires, le monde m'aime pas. C'est comme, non, t'as pas compris. T'as même pas passé le tutoriel. T'es au premier, t'es dans les 2 premières secondes du film, t'es pas dans les 10 premières minutes, là. Ouais. T'es même pas là. Mais c'est important parce que ça va donner espoir aux gens de réaliser comme, hey, tu vas faire des vidéos, tu vas avoir 10 vues, tu vas avoir juste ta mère qui va faire wow, comme c'est normal, c'est pas comme. Puis moi, avez-vous déjà un peu joué au poker? Ouais. Bon, je trouve que c'est une belle comparaison, l'entrepreneuriat puis le poker, parce que tu peux jouer une partie avec tes amis, faire un peu n'importe quoi, puis si t'es chanceux, tu vas gagner. Ouais. Le poker, c'est beaucoup une question de chance. Mais quelqu'un qui est bon, les professionnels, c'est parce qu'ils jouent dans leurs moyens des centaines de milliers de parties sur des années qui finissent riches. Parce que là, à ce moment-là, c'est plus une question de probabilité puis de chance, c'est tes connaissances étalées sur le temps. Mais même si tu pourrais être 6 mois puis être perdant avec toutes les connaissances contre du monde qui font n'importe quoi, c'est un peu la même chose en entrepreneuriat. Tu sais, il faut te donner assez de fois où tu provoques la chance pour qu'elle te paye. Parce que tu pourrais être chanceux, ça arrive jour 1. Mais les chances sont vraiment faibles. La persévérance va rendre que les opportunités vont être un peu plus présentes. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas de chance. Et tu vois, tu parles du poker parce qu'on peut le voir comme un jeu. Nous, on a utilisé plutôt l'analogie. Tu as déjà joué à Mario. Ouais. Bon, d'accord que Mario, tu passes différents niveaux. Puis des fois, tu as un champignon qui te rend plus costaud, plus fort. Puis après, quand tu as battu tel petit boss, tu auras un jour la chance de battre le grand boss. Puis après, tu vas accéder à une nouvelle map. Si tu vois, nous voit notre vie comme ça, puis on voit l'entreprise comme ça, c'est chaque fois des niveaux. Puis des fois, tu n'as pas battu le boss de ce niveau-là, tu reviens ici. Et ça apporte de la légèreté de voir ça comme ça. Parce que si tu te juges toujours sur l'instant T et tu vois comme dur, etc., tu vas lâcher les petites actions qui pourraient faire la différence à un moment donné. Ben, tu sais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est sûr que c'est un peu le... Comment je peux dire ça? C'est une version très extrême de se lancer un défi pas facile, qui est un choix de vie. Fait que ça force... Si tu restes entrepreneur, tu vas faire beaucoup de développement personnel parce que tu n'auras pas le choix. C'est obligatoire. 10 fois sur 10, c'est toi qui es la limite de ton entreprise. Exactement. Puis tu te mets dans une position où tu vis toutes les injustices pas possibles, puis veux pas. Là, fait que, mais n'empêche que ça, c'est l'histoire de la vie au complet dans toutes les sphères de la vie, là, cette perspective-là. Tu sais. Mais bien sûr. Puis, tu vois, c'est drôle, on en parlait avec nos clientes, parce que certaines de nos clientes, finalement, effectivement, quand tu retrouves de l'énergie, de la confiance en toi, tu as de la place pour lancer des projets. Et donc, on a des clientes qui se lancent en entrepreneuriat. Donc, elle nous pose des questions. C'était quoi la question qu'elle nous a posée l'autre fois? Une cliente, elle nous pose « Comment je peux faire pour ne pas être la limite à mon entreprise ?» Et on lui dit, tu seras toujours la limite à ton entreprise. Et c'est là qu'on lui a fait un parallèle avec ce qu'on fait dans la méthode Y. Donc là, pour toutes les personnes qui veulent démarrer une entreprise, prenez une feuille, puis dessinez un Y. Sur votre Y, vous allez mettre esprit, corps et cœur. Votre corps, déjà, si t'es entrepreneur, il faut que tu aies une certaine discipline dans tes habitudes. Il va falloir que tu dormes bien, il va falloir que tu ailles t'entraîner, il va falloir que tu aies des bonnes habitudes. Parce que prendre des décisions puis avoir un appel difficile avec un client quand tu as dormi 2 heures, c'est sûr que tout est plus compliqué. Donc déjà, corps, ça, il faut se concentrer dessus, c'est hyper important. Ensuite, esprit, c'est toute la partie stratégique. Toute la partie stratégie de toute entreprise. Évidemment qu'à un moment donné, il faut une stratégie quelque part. Mais ça, allez sur Instagram, regardez Coach en Business et on va vous trouver une stratégie, c'est facile. Et après, l'essentiel, le cœur, c'est votre mission. C'est ce qu'on parlait tantôt avec notre mission, mais c'est ça qui va vous faire persévérer à la fin. Il n'y a que ça qui te fait tenir. C'est pas ta stratégie, c'est pas combien j'ai eu de vues sur ma vidéo, c'est pas ça qui te fait tenir, c'est ta mission, puis pourquoi tu le fais. Donc vraiment, prenez votre papier, dessinez ce Y, puis commencez à marquer qu'est-ce qui va être important à mettre en place. Et ça t'aide à persévérer, vraiment. Et donc, si tu es la limite, tu as aussi la solution. Et c'est ce qu'on parle, notre message qu'on apprend à nos clientes, c'est prendre la responsabilité de ton bien-être, c'est le plus beau acte d'amour que tu puisses offrir à ceux qui t'aiment. Entre autres à tes enfants. Donc, ça veut dire que tout ne sois jamais victime des circonstances. Il y a des choses qui arrivent, quelle responsabilité tu as là-dessus? Puis si tout est de ma faute, parfait, qu'est-ce que je peux agir sur ce point-là? Et dans l'entreprise, c'est s'il y a telle chose qui s'est passée avec l'équipe, ou dans l'admin, ou avec les impôts, etc. Bon, tu es responsable de ça, qu'est-ce que je peux agir?
ça redonne du pouvoir. Mais c'est toujours en fonction de toi. S'il y a des peurs, s'il y a des choses qui viennent te bloquer, ton ego qui te protège, il y a peut-être des actions que tu vas pas faire que tu devrais. Ouais. Puis là, tantôt, tu parlais que maintenant, vous faites un peu de pub. Ouais. Premièrement, que ce soit organique ou pas, mais mettons, il va organique. C'est laquelle votre meilleure plateforme pour faire de l'acquisition de clients? Alors, ça a évolué parce qu'on a un peu suivi aussi où est-ce que les plateformes poussent. Tu sais, au départ, ça a été que Facebook. On était 100% fait. Ouais, au tout début, groupe Facebook. On a eu la stratégie du groupe Facebook. Ouais. On publiait sur notre page. C'est là qu'il y avait tous nos fameux Hey Joris. Donc, on a vraiment poussé Facebook. Puis, par rapport à notre avatar aussi, des femmes qui sont plus autour de 40, 45, 50, c'est sûr qu'elles auront plus tendance à être sur Facebook. Donc, on a beaucoup poussé là-dessus. Après, avec le temps, Instagram a beaucoup poussé aussi. Donc, on s'est aussi dirigé sur Instagram. On a commencé à mettre plus de réels pour cette plateforme parce que c'était un petit peu différent. Donc, c'est ça. Facebook au départ, Instagram ensuite. Et puis après, on poste de partout, évidemment. Là, ça, c'est un point important. C'est que même si on était sur Facebook, on faisait plus du format pour Facebook. Aujourd'hui, on fait plus du format pour Instagram. Mais ce même contenu, on le propage de partout, que ce soit TikTok, Short YouTube. La raison est que on ne sait jamais ce qui se passe aussi. Les plateformes, c'est pas nous qui les contrôlons. Facebook, on n'a pas Facebook. On ne sait pas le jour où ils décident d'arrêter de quoi que ce soit. Donc, autant développer un peu l'audience de partout. Le format plus fait à une partie. Mais ce qui fait qu'on a du monde qui nous suit sur YouTube. Que sur YouTube. Il y a des personnes qui est peut-être moins grand en abonnés, mais on a du monde sur TikTok, on a du monde sur Facebook, Instagram. Donc, on a toujours fait un contenu au début plus fait sur Facebook, plus Instagram. Mais quand on publie la vidéo organique, donc c'est toi qui le fais avec ton téléphone, tu fais 4 fois la même opération sur les différents. Ouais. Mais 100%, tu sais, nous, avec Limonade, c'est ça qu'on fait pour tous nos clients. Tu sais, des fois, les clients, ils disent, OK, là, est-ce que vous faites du contenu pour celle? Je dis, non. Je dis, écoute, tu payes déjà pour faire du contenu, crois-moi qu'on le met partout. Parce que des fois, ça peut être surprenant. Un client, il dit, ma clientèle est-tu sur X plateforme? Je dis, là, oublie ça. Je dis, tu vas être surpris. Des fois, tu vas avoir un vidéo par rapport, il va être viral sur TikTok, l'autre, ça va être sur Facebook, l'autre, ça va être sur Instagram, puis genre, tu perds rien, tu sais. Mais je trouve ça fascinant. Pouvez-vous m'expliquer comment vous approchiez les vidéos quand vous les pensiez en premier pour Facebook versus maintenant en premier Instagram? Quand on était sur Facebook, c'était vraiment les Hey Joris. Donc, on a vraiment eu un contenu. C'était ce format-là. On a vu que ça fonctionnait, que les clients arrivaient de ces vidéos-là. Instagram a une façon un petit peu différente de fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a ces formats très, très courts. Donc, c'est des petites vidéos, des B-roll là, qu'on appelle de 5, 7, 10 secondes. Donc, ça a beaucoup, beaucoup marché l'année passée. Là, ça commence un petit peu à changer, d'ailleurs, en ce moment. C'est-à-dire qu'on revient à des contenus un petit peu plus longs, beaucoup plus authentiques aussi, moins contrôlés, moins trop riche en dopamine, trop coupé. Riche en dopamine, exactement. Donc, c'est ça. On mixe un peu les deux parce que ça marche quand même sur Instagram. Mais c'est ça, au départ, sur Facebook, c'était vraiment nos Hey Joris. L'idée, puis c'est peu, si les personnes ont fait leur Y sur leur papier, on va leur inviter à faire autre chose, c'est d'écrire, vous devez passer de inconnu à connu. Là, c'est quelle lettre? Trop P. D'inconnu à connu. Ça veut dire, pour ça, il faut que tu arrives à toucher du monde. Inconnu à connu, pour nous, c'est plus des formats un peu plus courts Sophie parlait des B-roll, 5-10 secondes avec un message fort, clé. Ce qui fait que quand les personnes scrollent, il y a de fortes chances que Instagram va essayer de propager ce message-là. Une fois que tu es passé à connu, c'est-à-dire que la personne t'a vu, au moins, ou tu as visité un petit peu ta page, c'est comment faire passer de connu à follower. Comment elle fait pour s'abonner. Donc, quand elle arrive dans ta maison, donc ton profil, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est que tu aides? C'est quoi les premières choses affichées? C'est quoi les premières vidéos qu'elle va écouter? Un peu plus long, parce que là, c'était quelque chose de 5-10 secondes. Là, peut-être une vidéo de 30 secondes, 1 minute où tu parles pour qu'elle se familiarise avec toi. Comment passer après de follower à prospect, c'est un autre format aussi. Là, nous, on crée plus un format un peu plus long, où c'était des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, qui vont peut-être dirigées sur tout ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on fait, ça peut être un épisode de podcast, etc. Ce qui fait que la personne va connecter avec toi. Comme ceux qui écoutent l'IF Institute, connectent avec ce qui est fait, ce qui est partagé, etc. Et après, de prospect à client, comment tu leur donnes le goût d'acheter en leur disant que y a une transformation. Si tu viens avec nous, voici ce qui va se passer. Donc, on a créé nos contenus en fonction de ce différent inconnu à connu, connu à followers, followers à prospect, prospect à client. Donc, on parsème un peu ça dans nos semaines. Ouais. Je pense que c'est excellent. Puis là, j'aimerais ça adresser le fait, vous mentionnez tantôt, vous faisiez de la pub maintenant. Mm-hmm. Dans votre acquisition de clientèle, vous attribuez quel pourcentage au organique versus la pub?
Maintenant, on est quasiment 95% pub. Ah ouais! Ah ouais, gros Puis switch. avant, c'était... Avant, c'était 100% organique. Puis est-ce que c'est une adaptation au marché ou vous pensez qu'à la base, ça aurait aussi fonctionné si vous l'aviez su dans le temps? C'est quoi qui fait ce switch-là? Parce que le truc avec l'organique, en tout cas, beaucoup au départ pour nous, le truc, c'est que l'organique, c'est pas toujours prévisible. Mm-hmm. Donc, on s'est autant ramassé avec, OK, d'un coup, ça marche pas du tout, autant on s'est ramassé aussi avec l'opposé, une vidéo qui marche de fou furieux. Et les deux sont un problème. Parce que si ton organique marche moins bien, bah, tu as moins d'entrées d'appels, de clients. Mais si ça marche beaucoup, tu as d'un coup une entrée énorme d'appels. Et nous, c'est ce qui s'est passé, par exemple, l'année passée, début 2025, vidéo virale, je sais plus, 2 millions de vues, quelque chose comme ça. On a été bookés de janvier jusqu'à mai. Mais là, les gens qui nous écoutent vont dire, voyons, t'es en train de... Tu me dis que ça, c'est un problème? Ouais, ou... Oh oui, je Eh ben, ça a été un problème parce que finalement... Mais c'est un méchant beau problème. C'est un méchant beau problème. Sauf qu'on n'a pas ce contrôle-là. Donc l'organique est intéressant parce que on publie chaque jour, on continue à le faire. Donc, comme disait Sophie, on ne contrôle pas. Il y a une vidéo qui prend d'en faire, ok, super, mais ça nous remplit l'agenda d'appels découvertes pour que les gens viennent découvrir ce qu'on a à proposer jusqu'au mois de mai. Mais quelqu'un qui a un bobo en ce moment, en janvier, il ne veut pas que ça soit réglé en mois de mai, mais il a quand même pris son rendez-vous. Donc, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un bobo intéressant qui serait prêt à être dans notre écosystème à être aidé, va prendre un rendez-vous le 25 mai. Alors que c'est une problématique de place. Donc, comment on fait pour gérer ça? Ah, il faut recruter en vente. Vite. Comment on forme les personnes en vente pour nous aider là-dessus? Donc, c'est un beau problème, mais ça nous a aussi apporté son lot de stress. Puis vous auriez pas pu, mettons, je vous pose la question juste pour le fun, vous auriez pas pu, mettons, plutôt que faire une rencontre, juste envoyer un message, voilà comment ça marche, voilà les prix. Ouais. Bah, c'était ça, en fait. Et d'où on parle d'entrepreneuriat, bah, c'est tout un apprentissage. C'est que dans ces moments-là, quand on parlait de provoquer la chance, on l'a provoqué. Maintenant, il faut savoir rebondir dessus. Bah, là aussi, ça a été tout un apprentissage pour nous parce que, OK, comment tu rebondis maintenant que tu as du lot qui vient vers toi? Bah, effectivement, nous, on a voulu embaucher. Embaucher, c'est plus long. On n'a pas eu les bonnes personnes. Bla, bla, bla. Donc, effectivement, ça aurait pu être vraiment en y repensant, c'est toujours après coup que tu te dis... Ça aurait été un coup de circuit intéressant. Ouais. Quand on avait passé à un autre niveau, on aurait jumpé de 3 niveaux. Exact. Donc, il y aurait eu plein de façons de le faire de manière à bien faire travailler ce gros lot d'appels. Et ça a quand même été bénéfique. Là, on va pas dire que c'est comme non, ça. au contraire. Ça a été très bon, mais ça aurait pu être encore plus énorme. Ouais, c'est que vous trouvez que vous avez pu en bénéficier en partie, mais pas aussi pas bien. Autant. Non. Je vous disais ça parce que je trouve ça fascinant. T'sais, on a tellement, justement, on sait c'est quoi un processus de vente qui est efficace et tout, mais je parlais à Pierre-Olivier McKinnon, notre ami qui est viral à chaque jour, puis il me disait, moi, j'envoie mes prix en message. Comme la personne a m'écrit, je dis, voilà, ça t'intéresse, book, parce qu'il dit, tu sais, lui, mettons, je sais pas, ces vues-là, combien qu'il y en a, mais il dit, c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Fait que je me dis, crime, dans un sens, c'est pas niaiseux parce que là, il est pas limité. C'est ça. Puis automatiquement, la personne, ben là, tu te dis, si elle prend rendez-vous, ben là, elle connaît les prix. Là, c'est comme... C'est parti. Ben, tu vois, c'est des questions. Aujourd'hui, l'expérience de vivre ça, aussi, tu vis des émotions, tu apprends à quoi faire, puis ça nous permet de mieux vivre la prochaine fois. Il y a une chose aussi, pour nous, qui est importante, c'est une certaine paix d'esprit, malgré les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat, mais une paix d'esprit avec les personnes qu'on a comme clientes. On sait que il suffit d'un moustique pour que la nuit soit désagréable. Ben, c'est la même chose dans l'écosystème qu'on veut avoir dans nos clientes. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas là parce qu'on n'est peut-être pas le bon service pour elle, mais qu'elle avait pris par elle-même de manière autonome sans qu'on ait eu l'occasion avec l'équipe de parler avec elle pour lui partager les choses, pour voir si on est vraiment aligné. S'il crée un désordre à l'arrière, ça peut créer aussi au niveau de l'autorité, etc. Pour être clair, par exemple, je vous aurais pas conseillé de ne pas faire cette rencontre-là pour la qualifier. Voilà. Mais par contre, j'assume que dans ce booking-là jusqu'à mai, ben, la majorité des cas, les gens devaient vous dire « Ah, c'est super, mais j'ai pas les fonds » ou whatever. Mais bon, de toute façon, je vous picosse juste pour le fun. Hein. Mais c'est des bonnes idées. Je reviens sur le côté aussi organique, publicité, parce que la publicité aujourd'hui apporte une certaine stabilité, ce qui fait que si tu donnes tant à Instagram Meta, il va te propager devant tant de personnes, puis ça apporte une certaine régularité. On l'a pas fait au début parce qu'on parlait de ne pas se mettre en danger, et il faut savoir vivre avec aussi le fait de mettre de l'argent en publicité. Parce que quand tu mets de l'argent en publicité et que tu vois juste le compte qui diminue et tu dis que c'est pas rentré encore de l'autre côté, c'est parce qu'il faut que tu dépenses X montant pour avoir tant de clients. Mais il faut d'abord le sortir, ce montant. Ouais, c'est clair. Et tant qu'on n'avait pas l'expérience
émotionnel, entrepreneurial, de savoir vivre ces montagnes russes. L'organique, c'était reposé sur des efforts tous les jours, tous les jours. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on parlait de que tout est réinvesti dans l'entreprise, pas dans notre style de vie, mais dans l'entreprise, c'est on peut mettre en publicité ou dans des services qui viennent nous aider. Ouais. Parce qu'on a une stabilité financière. Puis, tu sais, il faut faire attention, je vais être clair avec l'audience qui nous écoute, que là, on a du plaisir, on jase, puis, tu sais, on se connaît, mais c'est pas. Les conseils sont pas tout le temps applicables, dépendamment où vous êtes rendu dans le business. Quand on parle, tu sais, par exemple, Pierre-Olivier qui envoie ses prix carrément en message, je pense que vous seriez rendu là aussi, au sens que les gens, ils vont se dire, là, s'ils m'envoient les prix, c'est parce que clairement, tu sais, quand tu bookes une rencontre avec quelqu'un qui ne connaît pas tes prix, tu as l'occasion de le convaincre que tu vaux la peine. Ouais. Mais quand tu es déjà connu, puis tu es déjà sold out, puis tu envoies tes prix, ça envoie l'effet à la personne que, oh my God, ils n'ont pas le temps de niaiser. Là. C'est moi qui décide si je deviens client ou pas. Puis là, ils veulent quasiment, tu sais. Mais si tu n'as pas acquis cette crédibilité-là, puis tu sais, avec des transformations, puis des années d'expérience, tu ne peux pas faire ça de toute façon. Fait que là, envoyez pas vos prix en privé. Ça, je vous dis là. Mais on se comprend. Il faut quand même faire attention à la nuance. Comme on ne vous dit pas demain, faites de la pub, puis envoyez vos prix dans le message. Là, non, absolument. Tu fais bien de le préciser, parce que, et surtout au départ, absolument pas. Au départ. Et puis, le plus grand skills que tu vas pouvoir et devoir développer, c'est la vente, justement. Donc, il faut que tu aies des gens qui viennent vers toi. Il faut que tu aies cette expérience de, OK, ça ressemble à quoi quand je dois pitcher quelque chose, quand je dois parler de mes prix, comme nous, on se souvient de nos premiers appels de vente, là. Tu serres les fesses, là, hein. Quand tu dis ton prix, et encore au début, les prix n'étaient pas les mêmes. Mais c'est plus ça, parce que ça a tellement évolué, puis je suis sûr que vous avez passé par là, mais là, tu suis, mettons, des conseils ou des cours en vente, puis là, ils te donnent, puis là, ça crée des malaises comme, dis ton prix, puis faut que la personne parle en premier, puis là, t'es là. C'est comme, même voyons, les deux, on est cons, quoi, c'est comme, on a la con, là, tu sais. Fait que moi, je suis d'accord avec toi, mais je dois t'avouer que je pense que j'ai passé à un niveau où je me dis... Sincèrement, comme oui, la vente, c'est comme le plus... Je pense que c'est ce qui a le plus d'impact rapidement en entreprise, mais je pense pas que c'est le plus élevé parce que j'en parlais avec Antoine sur un podcast précédent, puis il dit un peu ce que tu dis, c'est qu'il dit, moi, ma job dans la vente, c'est de bien expliquer au client qui on est puis qu'est-ce qu'on fait pour que lui choisisse de façon éduquée s'il a envie de travailler avec nous, et donc c'est un bon client pour moi. Puis je suis tellement d'accord avec ça. Des fois, les gens, tu sais, puis j'ai un collègue qui a commencé avec nous récemment dans l'agence, tu sais, puis il avait travaillé dans une autre agence avant, puis il me disait, je comprends pas, tu as fait le rendez-vous pour la vente, puis tu as raccroché en disant au gars, pense-y, puis reviens-moi. Je dis, ouais. Il dit, mais t'as pas essayé d'y vendre? Je pense qu'il aurait été prêt. Je dis, non. Je dis, parce que si je le convainc, peut-être qu'il se fait une idée des résultats que ça devrait avoir, puis il va se sentir, tu sais, que moi, j'ai de la pression à accomplir ça. Je suis comme, c'est on you. Voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire? Voilà les promesses que moi, tu sais. Puis si tu veux nous engager, reviens-moi. Puis il disait, oh my God. Là, il était comme, j'ai comme brisé la matrice dans sa tête. Là, j'ai dit, mais c'est ça. Puis ça va bien, nos affaires. Nos clients, ils nous réfèrent d'autres clients. Ils ont des résultats. J'ai pas besoin de convaincre. Je ne veux pas convaincre. Ça me tente même pas. Tellement. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai mérité après 8 ans dans mon agence, à bûcher, à savoir que, à comprendre tout ça. Tu sais. 100%. Ça vient avec le temps, ça vient avec les expériences. Il y a tellement de choses à comprendre qu'il n'y aura que ton expérience et le temps qui va te faire comprendre ça. C'est obligatoire, cette étape. Et en plus, surtout au niveau de la vente, un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi place-toi toujours à la personne qui est en face de toi. Mets-toi dans ses chaussures. Est-ce que tu aimerais passer 3 heures de rendez-vous en Zoom avec quelqu'un pour qu'il te dise qu'à la fin, « Ah, au fait, je t'ai pas dit, mais ça coûte $5,000 ». Et là, il parle plus. Et il parle plus. C'est sûr que plus personne parle. Mais on est là pour respecter les gens aussi dans tout ce qui est la psychologie de l'achat, tout simplement. Et on est tous pareils. Tout le monde fonctionne de la même manière. Donc, c'est de respecter, en fait, le processus décisionnel des personnes. Et c'est là aussi où tout ton marketing fait le travail pour toi. Ton marketing est supposé faire quand même un travail en amont avant que quelqu'un arrive vers toi. Donc, c'est de respecter le processus décisionnel des personnes. Et, sorry, mais les techniques de vente, là... Ouais. Je pense aussi, tu sais, comme tu disais, il y a des saisons, puis il y a eu une saison où peut-être, parce que moi, je dois vous dire que, tu sais, écoute, ça me rajeunit pas, mais quand j'ai commencé à devenir entrepreneur, ça fait de ça comme 18 ans, 18-19 ans. Je me rappelle que je lisais des livres sur la vente, puis quand
marketing est devenu très digital, le e-commerce, c'est devenu moins à la mode tout ce qui était vente. Ouais. C'était beaucoup technique. Écoute, je me rappelle que la première fois que j'ai fait des pubs sur Meta, ça me coûtait moins d'1 sou un abonné. Et l'objectif, je pense même pas qu'on pouvait booster un post. C'était carrément, tu veux des abonnés ou des achats? Ouais. Ou comme, tu sais. Puis je me disais, ben là, je dépense de l'argent là-dessus. Tu sais, c'était comme... Personne faisait ça, là, tu sais. Puis j'étais comme, ben là, ça vaut rien les abonnés. Finalement, 2 ans après, tu te dis tu sais. Mais le focus sur la vente est revenu quand le marketing digital a été démocratisé. Là, OK, toutes les compagnies le font. Et là, c'est redevenu, ben, pour te démarquer, tu dois être capable de faire un appel de vente. Mais là, ça l'a repris une tangente où là, le monde, il doit venir, là, de te faire setter sur Messenger ou, tu sais, comme peu importe, de te faire ajouter dans un groupe Facebook. Tu sais, comme, tu sais, il y a des saisons là-dedans. Puis là, je pense que c'est des bons talents de vente. C'est pas de squeezer quelqu'un à acheter quelque chose. Mais non. Le but, c'est de... Qu'est-ce que tu veux faire sentir à l'humain face à toi? Tu le fais sentir mal, pressé. Quelle relation tu crées avec lui pour la suite? Surtout que si tu y vas à un service de coaching, c'est toi qui es pogné avec après pour une couple de mois. C'est ça. Et on sait ce que c'est. Hein, si tu as vendu une balayeuse qui n'avait pas de besoin, tu te dis OK, là, mais bon. Un service de coaching, ouf. Mais tu vois, ça fait longtemps que tu es dans l'entrepreneuriat. Nous, on a été 2019, on est d'accord, c'est tout l'avènement du coaching aussi en ligne. Ouais. La Covid a rendu le fait que ça a démocratisé aussi Zoom, etc. Puis nous, on est reconnaissants parce qu'on a surfé sur ça, ce qui fait que tout le monde était plus sensible aux technologies, plus alerte à comment les utiliser. Sauf que c'est comme si le coaching en ligne s'est dit « Ah, mais nous, on est un petit peu à part, on va faire des choses différentes que les autres entreprises traditionnelles fonctionnent depuis des années d'une certaine manière, que ce soit en vente, etc. » Mais le coaching en ligne, on s'est dit « Tu sais quoi, nous, on va changer ça, on va mettre le setter, on va mettre le closer de telle manière, puis il faut que ça vende comme ça. » Ok, mais ça s'est essoufflé. À un moment donné, est-ce que c'est pérenne, cette façon de faire? Même dans ceux qui sont dans l'équipe, est-ce que c'est durable comme système? Selon nous, non. C'est pour ça qu'on a fait pivoter un peu dans des rôles plus traditionnels qu'on peut entendre. Que les commerciaux qui créent des relations avec les personnes tu as travaillé dans des entreprises, tu as créé plein d'entreprises, Vince. Donc, tu sais que quand tu as des personnes qui vont faire des démarchages, etc., ils vont créer une connexion avec la personne. Peut-être tu vas aller manger au resto un coup avec lui. Tu vas faire ça pour créer une connexion qui va faire que ensuite tu pourras aider la personne dans ton service, ton produit que tu vas lui vendre. Le coaching, c'était go, c'est maintenant ou jamais, on se concentre, il faut vendre là tout de suite. Cool. Il y a des personnes qui ont extrêmement réussi de telle manière. Est-ce qu'elles sont toutes là encore aujourd'hui? Nope. On peut regarder sur Instagram, oui ou non. Mais je pense que s'il y a un côté humain qui reste, qui fait que dans toutes les entreprises traditionnelles qui existent encore, qui fait qu'on se connecte avec les personnes, une manière de faire authentique. Ouais, puis tu sais, il faut se le dire, tout le processus du setting, closing, ça vient dans des industries que si tu parles aux gens, mettons dans leur expérience dans des industries comme ça, ils disent « Oh my God », juste par exemple, le processus d'acheter ce bien-là ou ce service-là, c'est tellement désagréable. On pense à comme, tu sais, mettons, les compagnies pyramidales. Oui. Ça a eu une grosse influence sur le marketing digital parce que quand le monde qui ont appris ça, comment fais venir ton ami s'asseoir dans un coin puis convainc-les à la fin qu'il faut qu'il investisse 500$. Ben, tu sais, ce modèle-là a été pris parce qu'il fonctionnait, ça met de la pression sur les gens. Ouais. Puis en tout cas, bref, là, on rentre loin, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que, ben, c'est cool qu'on voit les choses de la même manière. Mais... Nous, on a regardé par rapport à nos chiffres depuis les dernières années. Et on voit que 3% des personnes qui nous contactent sont prêts à acheter maintenant. On en a 20% qui nous suivent, qui achèteront jamais, qui viendront jamais faire notre accompagnement, mais qui aiment nous suivre sur les réseaux. Donc, si on est encore bon en mathématiques, il nous reste 77% qui vont acheter un jour ton accompagnement, mais ça va être sur 6 à 24 mois. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a remarqué dans nos chiffres. Donc, il y a le 3% de personnes qui sont prêtes. Comment tu fais pour les amener à l'action rapidement? Et d'autres personnes qui vont prendre plus de temps. Ben, ça sert à rien de les presser celles-ci parce que il faut leur laisser prendre le temps de te connecter avec toi, de ce que tu proposes, de leur donner du contenu, de leur apporter des choses qui peuvent déjà leur faire une petite différence dans leur vie. Et après, ils vont revenir vers toi. En tout cas, d'où la persévérance. Là vient toute la pertinence de la persévérance. Tu te rappelles, au départ, on disait notre tout premier client, c'était un homme. Et on se souvient... C'était quoi son nom, son prénom? C'était Valentin. Valentin. Non, mais je trouve qu'il mérite d'avoir un âme. On va le mettre d'abord. C'est bientôt la Saint-Valentin, on pensera à lui. Oui, c'est vrai. Et Saint-Valentin, couple, amour. Oh mon Dieu. Fait que ce tout premier client-là, il démarre, bref, je ne sais plus combien c'était de temps notre programme à cette époque. Bref, ça a beaucoup changé. Et au bout de, je ne sais pas, on va dire 4 mois, il nous dit...
Joris, Sophie, je suis vraiment mal, mais ma mère, elle a découvert que je faisais votre programme et elle m'a dit que je devais arrêter parce que il était jeune, tu sais. Donc, déjà, avant de faire un coaching, il va payer tes factures téléphone, tu sais. Donc, sa mère a découvert qu'il faisait le coaching et il a dû arrêter. Et plus tard, genre 3 ou 4 ans plus tard, qui ne devient pas cliente chez nous ? Sa mère. Je te jure, sa mère devient cliente. Donc, on parle de 4 ans là, d'écart entre notre premier client puis cette personne. Et c'est ça, la persévérance. Parce qu'à un moment donné, il y aura des petites graines que tu auras plantées quelque part. Tu n'en as aucune idée ni comment, ni quand ça va te revenir vers toi. Il y a des clientes, on a une cliente qui est revenue récemment, elle avait fait un challenge à nous qu'on avait fait en 2020, 2021, un truc qui avait coûté 50 pièces et tout. Elle est revenue maintenant avec nous, avec notre programme. On l'avait pas closé. T'imagines, n'est pas 50 pièces. Non, mais l'expérience qu'elle a vécue, qui était un 30 jours de défi, etc., qui se faisait bien aussi à l'époque, elle a aimé l'expérience, ça lui délivrait des résultats, et elle a aimé qui on est, puis elle a continué à suivre sur les réseaux. Puis aujourd'hui, elle vient avec d'autres enjeux pour travailler sur un écosystème. Avant, c'était que sur l'aspect corps de la branche Y, on était concentré. Là, on a développé plus le côté cœur, esprit, puis elle dit, j'ai besoin de ça maintenant. J'ai ma famille, mes 2 enfants, mais le fait qu'on était toujours présent et qu'elle nous a suivis, et qu'on a laissé une bonne expérience, le premier contact qu'on a eu avec elle. Eh bien, ils reviennent. Ah, c'est sûr, c'est tellement important. Les amis, pour ceux qui ont aimé l'épisode, où est-ce qu'ils peuvent vous découvrir, en savoir plus, vous suivre? Alors, à Laval, au Québec. L'endroit principal, ça va être Instagram. Allez nous suivre sur Instagram, Joris et Sophie, YIGREC. Allez nous suivre. Non seulement c'est intéressant ce qu'on partage, mais en plus on est drôle. Donc si vous voulez avoir du fun, allez nous suivre. D'après moi, s'ils font juste commencer à écrire Joris, ils vont tomber sur vous. Ouais, je crois. On ne va pas en avoir 1 million dans la région. Non. Au Québec, non. En France, un peu plus. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Merci de votre temps, de votre générosité. Vince, merci à toi. Là, j'y repense, le riz 2 fois dans le même épisode. Guys, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça fait une grosse différence pour nous. Merci. Bonne journée.